qui est un petit peu le sujet du jour, à savoir la rencontre qui a eu lieu en Ukraine, dans ce contexte toujours tendu depuis le mois de février. Macron qui passe un petit peu sa vie pendu au téléphone Depuis qu'il a avec fait de suite. Zelensky. Non, je vais peut-être pas mettre le truc de LCI, sinon on va avoir des problèmes. Et donc qui s'est rendu là-bas. Et alors, c'était pas le seul chef d'État, hein, on en a eu plusieurs. Attendez, je vais pouvoir paramétrer peut-être l'écran de Chrome pour que vous voyez quelque chose. Ce serait effectivement appréciable. Ici un Une article. téléporte. Tu te téléportes. Ouais, j'ai vu sur l'image, je me suis téléporté, c'est incroyable. Oui. Ah oui, là c'est parce que en fait c'était Tony qui m'avait demandé de recadrer l'image comme ça hier. C'est superbe. Donc vous voyez là la célèbre maintenant tenue présidentielle de Zelensky. D'ailleurs, vous verrez qu'il y aura un lien avec mon prochain sujet. Il est en t-shirt militaire tout le temps. T-shirt militaire, j'avais vu t-shirt, mais effectivement t-shirt militaire, c'est vrai qu'on est sur du kaki. Genre la poignée de main ferme, virile. On est presque dans un buddy movie là sur la photo, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez extraordinaire. Et donc, on arrive, on est là les gars, genre Macron il va faire quelque chose quoi. Genre Macron il va les genre battre. Macron c'est le sauveur, la bouée de sauvetage, tu vois, là regarde, il le regarde en plus presque de façon un peu ascendante puisque Macron il est légèrement plus grand et genre c'est Macron qui a l'air d'être en mode sauvetage. La photo est travaillée. Il est sur la pointe des pieds sur la photo, on voit pas hein. Ouais, peut-être il avait des talonnettes ou un petit podium ou comme Sarkozy. Je ne sais pas. Mais oui, ça fait vraiment le président dans Independence Day, tu vois, qui vient voir les soldats en mode on vous lâche pas les gars. Moi aussi j'ai monté dans l'avion, tu sais, je vois bien Macron avec la tenue de pilote de l'US Army. On ne laissera pas un homme derrière et tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le mec se prend pour un Navy Seals quoi. Donc il y avait Macron évidemment, il y avait Olaf Scholz, vous savez celui qui a succédé en Allemagne au rôle de chancelier après Merkel, Mario Draghi, le chef du gouvernement italien, El Famoso, hein. Ça fait un moment qu'il est dans les bails hein, Mario Draghi, hein. C'est pareil, il a été dans la Commission européenne. Il n'a pas été président de la Commission aussi? Non, il a été président de la BCE. Ah, de la BCE. Et anciennement à Goldman Sachs aussi. C'est vrai. Merci pendant pour la quelques années. Ouais, c'était dans les bails vers 2015 par là. Il y a eu aussi le président roumain, puisque roumain c'est voilà la partie la plus orientale du territoire de l'Union européenne, enfin et la partie la plus limitrophe avec le conflit. Donc on se souvient que par exemple il y avait l'armée française qui avait acheminé des militaires en Roumanie à peu près au début du conflit. Bon, finalement ils se sont jamais déployés ailleurs qu'en Roumanie, mais en même temps ce serait un peu compliqué de les mettre directement sur un théâtre d'opération sans devenir co-belligérant, c'est toujours un petit peu le problème. La France qui a annoncé livrer 6 Césars, vous savez c'est le canon mobile. Alors bon, ils ont des HIMARS depuis. Alors, on me disait oui, mais en fait le canon César a un avantage sur le lance-roquettes multiple HIMARS dont je vous avais parlé, hein, je vous mettrai peut-être ça en fiche. Notamment je sais pas, la mobilité, le fait d'avoir aussi une plus grande portée opérationnelle que simplement des roquettes, puisque là on parle de missiles. Donc voilà, 6 Césars additionnels. Et surtout, la plus grosse discussion, c'était l'adhésion immédiate à l'Union européenne de l'Ukraine, ce qui poserait évidemment un gros problème en Russie. Ça fait partie des choses qu'ils cherchent à éviter. Immédiate. Surtout que, oui. Wow. Et donc ils appellent à la levée du blocus russe sur le blé, puisque voilà, on le rappelle à chaque fois, l'Ukraine qui est un des greniers de l'Europe, si ce n'est le plus gros. Donc ils se sont rendus sur le site de guerre d'Irpin dans la banlieue de Kiev. Alors dans la banlieue de Kiev, je crois pas qu'il y ait encore de combat actuellement, mais peut-être que je me trompe, peut-être que il me semblait qu'on était plus dans le sud-est, dans le Donbass, etc. Et bien sûr voilà, dans les environs de Mariupol, toutes les villes qu'ils ont conquises. On parlait de Severodonetsk dans les dernières semaines. Tiens, d'ailleurs je me demande où en est la situation à Severodonetsk. Est-ce que Severodonetsk, je pense qu'on en aura entendu parler si la ville était tombée. Kiev recule à Severodonetsk, mais et Severodonetsk rappelle Mariupol, mais bon voilà, c'est pas encore, il reste encore des poches de résistance. Donc c'était une ville un petit peu moins à l'est, mais toujours voilà, c'était un petit peu la porte du Donbass. À ce que j'ai compris, on vous vulgarise évidemment, donc l'Ukraine qui se dit prête à travailler pour devenir membre de plein droit de l'Union Européenne, citation de Volodymyr Zelensky. Ça voudrait dire que l'Union Européenne rentre en guerre avec la Russie du coup. Bah, en tout cas, étant donné que le territoire de l'Union Européenne et celui de l'OTAN se confondent, pas forcément systématiquement, mais très très souvent, je pense pas qu'il y ait si demain l'Allemagne est attaquée par tu vois, les États-Unis ou je sais pas qui, enfin je dis n'importe quoi, hein, mais il y aurait une réaction, enfin l'Union Européenne
serait censé défendre le membre qui est attaqué. Tu vois, Alors ça me après, paraît est-ce que assez ça fonctionne logique. de Donc, façon rétroactive? Est-ce que si tu as été attaqué avant de devenir membre de l'Union européenne, une fois dans l'Union européenne, il y a une défense automatique de tous les autres bah, États tiers? on va faire rentrer un pays en guerre dans l'Union européenne. Il nous Donc, à faudrait... partir de là, tout est clair. Enfin, je veux dire, tout le monde sait ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a pas de, tu vois, si on dit il faut qu'ils soient candidats immédiatement et qu'on traite leur demande le plus vite possible, on peut imaginer que dans un an, ils sont membres de l'Union européenne. Bon, il n'y a pas de raison de croire pour l'instant que la guerre sera totalement finie d'ici là et que tout sera réglé. Donc, ça veut dire on s'engage en tant qu'Union européenne dans le conflit. Après, pourquoi pas, mais c'est voilà, faut avoir conscience de la décision qui est en train d'être prise, quoi. Hmm. Et pendant ce temps-là, du côté de l'OTAN, justement, ça discute aujourd'hui des moyens de renforcer les forces et la dissuasion le long de la frontière orientale de l'Alliance Atlantique. On en a parlé, avant de dissuader la Russie de planifier une nouvelle agression à la suite de son invasion de l'Ukraine. Donc on est dans la prophylaxie, c'est-à-dire une nouvelle agression à la suite de son invasion en Ukraine, une nouvelle agression encore en Ukraine, une généralisation du conflit, une extension du conflit à d'autres pays. Mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'on a des raisons de le penser? Est-ce que tu peux agir de façon préventive à quelque chose qui n'a pas nécessairement de raison d'arriver? Après, on se souvient, il y avait des gens qui disaient non, mais 2 jours avant, hein, bien sûr que la Russie n'attaquera jamais, c'est des rumeurs, c'est des fake news, etc. Nous avons discuté d'un soutien supplémentaire à l'Ukraine et du renforcement de la défense et de la dissuasion dans l'ensemble de l'Alliance à plus long terme, avec plus de présence, de capacité et de préparation, a déclaré sur Twitter le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à l'issue de la réunion. Secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, a déclaré « Ensemble, nous avons réagi rapidement et de manière décisive à l'invasion sans fondement, anarchique et imprudente. » Alors anarchique, je sais pas. Est-ce qu'ils font ça n'importe comment? Je ne crois pas. Hein. Et imprudente de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN a montré au monde qu'il reste le forum essentiel de consultation, de décision et d'action sur la sécurité transatlantique. Il a oublié de rajouter « Abonnez-vous, mettez la cloche », mais vous savez, le cœur y est, évidemment. Donc après, ça nous reparle des Césars. Alors, il y en a d'autres qui commentent de façon plus franco-française, hexagonale, cette rencontre, qui trouvent que le timing n'est pas opportun, ou à l'inverse est trop opportun pour Macron de se poser là en chef de guerre, chef de l'Union Oui, juste avant les législatives, militaire, à 3 petit jours du voyage à second tour. Kiev. Bien sûr, bah oui, mais Macron il joue ses cartes là à fond depuis le début, hein, c'est pas nouveau. Ah mais là c'est Il est encore pas plus subtil, voyant. hein. Ah bah là oui, c'est grossier même. Et donc un Même, article oui. du HuffPost qui en parle, notamment à gauche, ça ne passe pas particulièrement. On a ici un extrait d'Alexis Corbière, peut-être qu'on peut l'écouter. Bon, c'est un extrait CNews, je sais pas s'ils font chier CNews, surtout les chaînes de gauchistes, il y a moyen qu'il est fâché, mais on va essayer. Écoutez, on verra, on fait l'expérience. Donc Corbière, qui n'est pas celui que je préfère à LFI, mais qui était invité pour s'exprimer sur ce sujet. T'étais dans la team, il n'y aura rien, toi, K? Ukrainien contre l'agression russe de M. Poutine. Et je voudrais pas que le martyr du peuple ukrainien serve à M. Macron pour peut-être des opérations de politique intérieure française. Personne n'est dupe sur le fait que c'est à 3 jours que ce déplacement dont on parlait beaucoup, à 3 jours du second tour qui va être déterminant pour la vie politique française, que M. Macron fait des images avec M. Scholz. Vous pensez que Olaf Scholz et Mario Draghi sont en train de jouer le jeu d'Emmanuel Macron? Il est à tendu, 3 jours Olaf de Scholz, la un petit des polo. législatives. Alors là, il lui pose la question en mode j'y crois pas trop. Après, c'est vrai que ils s'en foutent un petit peu de la politique intérieure française, outre-Rhin et de l'autre côté des Alpes, tu vois. Donc, Oui, c'est sûr qu'à Kiev, ils vont pas dire ah non, attendez, vous avez des élections, d'abord occupez-vous de vos élections et ensuite vous venez. C'est Macron qui la joue comme ça. Et après, ouais. dans quelle mesure il a organisé les choses comme ça, dans quelle mesure ça tombe bien. Moi, j'ai toujours, je sais pas hein, là-dessus. Ah, il Faut y pas a prêter de bonnes tu vois, des opportunités, à mon intentions. avis, qui sont saisies, Mais tout c'est simplement. sûr que, en tout cas, il surjoue ce côté-là et en allant faire le bras de fer avec Zelensky, etc. En mode oui, on est là, machin. Bah forcément, tu te mets dans la posture du président que aucun candidat, personne de l'opposition ne peut incarner comme ça la fonction. Donc c'est forcément un truc qui en communication marche très bien. Et en tout cas, Macron, depuis la présidentielle, il a fait ça plusieurs fois. Hein. Il dit ah, je peux pas débattre, il faut que j'aille voir Zelensky, il faut que je parle avec Poutine. Je Ouais. peux pas venir au débat, désolé, j'ai Donc, Poutine. Tu je vois, me situe c'était ça un au-dessus peu. du débat, ouais, c'est ça, C'est ça. symboliquement. C'est ça. Mais alors, est-ce qu'à l'inverse, voilà, faisons-nous l'avocat du diable, est-ce qu'à l'inverse, on est en période de législative, du coup, il faudrait laisser complètement tomber la politique internationale, ou est-ce qu'il faudrait envoyer quelqu'un d'autre que Macron, ou est-ce que... Surtout que là, il y a une guerre, je veux dire, la situation est horriblement urgente. Je vais envoyer dans le chat la carte de la situation. Donc oui, enfin, il parle de nouvelle invasion, mais
tout l'est du pays, le sud-est du pays est contrôlé de fait par des troupes russes. Donc, bon, en tout cas, il y a des conflits massifs dans tout l'est. Voilà. Louhansk et Donetsk, c'est contrôlé par les Russes maintenant. Enfin voilà, c'est vraiment c'est une vraie guerre, quoi. Il n'y a pas de retrait ou de fin de la guerre. C'est pas revenir sur une autre invasion. Tu vois, on est encore dans la guerre. Ce qu'on avait annoncé, c'est confirmé. Enfin bon, il n'y avait pas besoin d'avoir de grands talents de divination ni de connaissances très très poussées en géopolitique pour voir que quand Mariupol était tombé, que la Crimée était déjà annexée, ils allaient essayer d'aménager un territoire, un couloir entre les deux. Et c'est ce qui semble. Ils augmentent le couloir progressivement, quoi. Se faire, en tout cas, cette carte qui date d'il y a 6 jours. Mais je pense pas que les troupes russes se soient retirées, sinon on en aurait entendu parler. Et ouais, le sud qui est en train limite de plus morfler encore que l'est par lequel ça avait commencé avec les proclamations des républiques populaires de Lougansk et de Donetsk, effectivement. Donc c'est vraiment taré quand même. Et alors on va reprendre du coup. Se permettre de faire ça. On va reprendre. Moi aussi j'étais team Urarien à la base. Hein. Ah ouais, c'est vrai que, voilà. Bah oui, avant le 24 février. Hein. Après j'étais pas. À partir du moment où il y a eu des déclarations de guerre, tout ça, évidemment, mais. J'étais plutôt à me dire, bah, non, Poutine, quand même, il est raisonnable et tout. J'étais un peu gaslight par ses discours, qu'on entendait pas mal à gauche au final, hein, en mode Poutine, ça va, c'est les Américains le vrai problème, tu vois. Bah, en fait, Poutine est tout aussi impérialiste que les Américains, c'est juste que l'impérialisme américain était celui qui a dominé l'actualité ces derniers temps et que ceux qui dénonçaient l'impérialisme russe étaient ceux qui défendaient l'impérialisme américain. Donc c'est sûr que ça donnait pas envie de les croire, quoi. Ouais. Vu que même souvent les faucons néoconservateurs américains, après pas tous, tu vois, mais une partie en tout cas était souvent pointée du doigt à Poutine pour cacher la guerre d'Irak, cacher ce qui se passait en Syrie. Bon, en Syrie, Poutine a été horrible aussi, il a fait des massacres aussi, mais voilà, la guerre contre l'État islamique a été extrêmement violente. Ils ont largué des dizaines de milliers de bombes, ils ont fait 100 000 morts. Donc, alors, la Syrie, pour le coup, les deux impérialismes se sont fait un peu une guerre par. Il y a quand même un moment où il aurait pu y avoir. En plus de la guerre contre Daesh. Où il aurait pu y avoir en Syrie une guerre ouverte avec différentes nations qui auraient participé et Poutine qui a mis un coup d'arrêt à ça, alors pour son propre intérêt évidemment. Ouais, ça a eu lieu quand même. Hein. Mais ça aurait pu peut-être être pire si la Russie n'avait pas eu d'intérêt là-dedans à ce moment-là. Il y a eu 100 000 morts, quoi. Mais après, oui, effectivement, la Russie s'est alliée à Al-Assad, alors que les Occidentaux s'étaient alliés avec des rebelles qui se sont fait voler leurs armes souvent par des gens de Daesh, qui ont parfois rejoint eux-mêmes Daesh ou Al-Qaïda après. Donc c'était la situation en Syrie était vraiment horrible et la gestion du gouvernement Hollande à l'époque est aussi une des causes des attentats en France. Faut pas se le cacher. Hein. Donc on se souvient ça, c'est une réalité. On se souvient des déclarations personne n'a bien agi. Monsieur Bachar al-Assad ne mérite pas l'oxygène qu'il respire. Enfin, tu peux condamner le régime syrien de toutes les façons que tu veux, mais est-ce que c'est... Al-Nusra fait du bon travail, alors que c'était un groupe islamique rival d'autres groupes, mais voilà, qui était quand même un groupe islamiste ultra violent. Donc, c'est sûr que oui, ça a été une gestion vraiment calamiteuse et ça a eu des conséquences très très graves partout dans le monde. Dans la situation en Syrie, il y avait déjà cette opposition entre l'Occident, la Russie, et donc les Syriens ont été les victimes de plusieurs couches de bombardements. Donc il y a eu plusieurs pays qui se sont fait la guerre sur... voilà. Après, c'est sûr que Daesh a été exterminé suite à ça, mais est-ce que vraiment on reverra rien de cet ordre-là? Est-ce que la situation pour les Syriens et les Syriennes aujourd'hui est réglée? Non. Enfin, voilà, est-ce que le pays quel est le niveau de vie aussi, juste la qualité de vie des Syriens aujourd'hui dans des villes qui ont été ou en Irak aussi, hein, parce que finalement la guerre à la fin était tout autant sur l'Irak que sur la Syrie, des villes comme Mossoul qui ont été... La Syrie qui est un pays qui pesait un peu dans la région d'ailleurs, pourtant c'était pas un pays sous-développé la Syrie, quoi. Enfin bref. On va pas refaire la guerre de Syrie, mais en tout cas, voilà, il y a eu énormément d'événements très très sombres dans cette région à ce moment-là. On va reprendre du coup la déclaration d'Alexis Corbière du coup sur cette rencontre, puisque c'est de là qu'on est parti, mais un petit peu de remise en contexte, non seulement de cette guerre, mais du contexte qui précédait cette guerre dans les dernières années, dernières décennies, me semble effectivement nécessaire. Je veux dire, on peut le penser. Volontairement, j'entretiens une interrogation, mais avouons que pour M. Macron, à quelques jours d'un scrutin, ça lui permet de se remettre en scène avec des images de dirigeants internationaux, comme quoi il va essayer d'apporter sa contribution à la paix. Ceci dit, c'est le président de la France. Je le respecte quand il est à l'étranger. Si ça participe évidemment
à essayer de soulager le peuple ukrainien dans l'agression qu'il Je le subit. respecte que quand il est un étranger. Dès qu'il repasse la frontière, je l'insulte en allemand, mais normal. Si ça aide, oui, mais chacun a bien compris. Là, que les choses soient claires, l'élection législative, le deuxième tour, est plus importante que l'élection présidentielle. En fonction de la majorité qui se dégagera de l'Assemblée nationale, cela va déterminer les 5 années qui viennent. Ce n'est pas rien. Donc, on aura bien compris que M. Macron est tout entier tendu en vérité vers l'objectif de politique intérieure, ses amis, etc. Et tout ce qu'il fait, à moins d'être naïf. Ah, et ils ont coupé la phrase en plein milieu. Bon, bah bravo CNews. Mais. Et donc. Pas le temps, la météo. Comment? Ah, peut-être, ouais. Pas le temps, il y a la météo qui arrive. Ah, et puis la météo en ce moment, Vite, c'est vite, important. la pub. Ce sera le prochain Vite, une page sujet. de pub. Et Marine Le Pen, qui elle, de son côté, estime parfaitement légitime que le locataire de l'Elysée aille à Kiev et qu'il continue d'avoir des discussions avec Vladimir Poutine, mais pas forcément dans ces conditions. Macron, en fait. Alors après, elle nuance un petit Vraiment. peu quand même. Elle dit, selon elle, Emmanuel Macron se sert de cette posture de chef de guerre à 3 jours d'un scrutin périlleux pour tenter d'avoir une influence sur les élections législatives. On n'ira pas perturber la voix de la France. Ajoute de son côté Sébastien Chenu, porte-parole du parti. Ouais, donc simp total de Macron en Ukraine, quoi. Le Front National. Et puis, même de toute façon, dans les législatives tout court. Il le félicite pour sa communication, quoi. C'est ça que j'ai entendu. C'est. Elle dit il s'en sert un petit peu, c'est pas ouf, mais bon, c'est normal qu'il le fasse, donc bon, globalement, on valide. C'est pas ouf, elle constate. Genre, oui, bah c'est sûr qu'il se met dans cette posture pour la présidentielle, point. J'aurais fait la même chose à sa place, c'est presque ça la fin de la phrase. J'aurais fait la même chose à sa place, oui, législative. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, il l'a fait pour les présidentielles aussi. Elle trouvait ça normal qu'il ait une majorité, à l'Assemblée nationale. C'est ce qui me fait dire ça. Donc c'est pour ça qu'après venir, parce que nous on a react mardi dans l'émission Radio Libre à une invitation de Marine Le Pen qui venait genre crier victoire à la fin des législatives en disant c'est nous les premiers, ça y est, on a gagné, alors que non seulement elle est 3e, mais quand oui vraiment, non, mais je t'enverrai le timer si tu veux, mais revoyez l'émission, le dernier LMCP. Je dirais Mélenchon en 2017, genre non recomptez, je suis sûr je suis arrivé premier. Ah non, elle disait pas recompter quand il voulait pas lâcher l'affaire. En fait, elle utilisait une stratégie rhétorique, c'était alors en disant un truc qui est pas faux. Elle disait les autres ils ont fait des alliances, nous dans les partis qui n'ont pas fait d'alliance, on est ceux qui avons le plus de voix ou enfin non, c'était pas le plus de voix, mais je sais plus exactement, c'était pas sur le global, mais plus d'élus d'un seul et même parti, quoi, peut-être. Non, je pense pas. Le plus de personnes au second tour, ou je sais plus comment elle le formulait exactement. Je vous invite à revoir l'intervention et le réact qu'on en faisait. Ils vont finir à 10 députés comme d'hab, donc on verra dimanche. Dimanche, on sera en live. Autour de 30-40 là cette fois, mais avec la constitution d'un groupe, avec. On va voir. Donc nous verrons et on verra aussi si ce petit cosplay chef de guerre aura profité pour les législatives au candidat de la Macronie. On n'espère pas. Il aurait dû amener Amélie de Montchalin avec lui. Ah, là, franchement, ça aurait tout changé.